Ok, alors ouais, on te voit bien. Pour l'instant, tu reviennes sur le partage. Ouais. Moi, je vais te modérer le chat parce que tu vois. Sinon, on voit ton écran comme ça. Mets-toi sur ton écran, enfin, la fenêtre, quoi. Ouais. Ça marche. Ouais, Là, c'est tout bon? Je vous interromps, de toute façon, ça va être quelqu'un parler à la fin comme d'habitude. De juste la parole à Joseph, donc il se talk sur la data et sport. Voilà, bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir un peu de l'autre côté. Je vous regarde travailler, maintenant c'est un peu à moi de travailler et du coup de vous présenter pas ce que je fais actuellement chez DataBird, mais vraiment une de mes grandes passions sur laquelle j'ai beaucoup travaillé l'année dernière. Donc voilà, je vais un peu vous expliquer tout ça et c'est très lié justement à tout ce qui est data analyse et data science. Donc alors, si ça peut vous donner des idées, je vous donnerai aussi quelques tips pour la suite justement de votre parcours. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions et à me dire si ça vous intéresse. Donc voilà. Donc je vais vous juste me représenter rapidement. Moi j'ai fait une classe prépa, une école d'ingénieur juste après, où je me suis spécialisé en data science. Donc c'est tout ce qui est en fait d'abord un peu de data analyse et après grâce au Python et grâce à mes stages, notamment un stage chez Nextra Partners, qui est un cabinet de conseil, où j'étais dans l'équipe d'intelligence, justement, pour essayer de résoudre et proposer des projets un peu innovants aux entreprises qui nous contactaient. Donc là, c'est vraiment là que j'ai fait un peu mes classes dans le monde de la data science. Et ensuite, j'ai intégré un master en entrepreneuriat, où justement, moi, j'avais envie de monter une startup depuis tout petit. Donc vraiment, je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour me former là-dessus. Et donc, j'ai intégré ce master et j'ai eu la chance de réaliser j'ai eu la chance de réaliser une master thesis sur un sujet de mon choix. Et moi, j'ai choisi le monde du sport. Le sujet exact, c'était du coup l'optimisation des performances grâce à la data science, avec justement l'analyse et voir comment est-ce qu'on pouvait permettre aux athlètes professionnels d'aller un peu plus loin dans ce qu'ils faisaient et justement acquérir les quelques pourcentages de performances qu'il leur manquait en compétition. Voilà. Et après, du coup, j'ai eu la chance de bosser aussi un peu chez Lydia et un projet chez l'UTMB qui était assez intéressant. Voilà, l'UTMB, pour ceux qui ne savent pas, c'est une course autour du Mont Blanc qui est assez, c'est un peu le sommet mondial du trail. Donc c'est vraiment un peu ce qui se fait de mieux là-bas et c'est à Chamonix. Donc je vous présente rapidement le sommaire de ma présentation. Je vais d'abord vous expliquer un peu une notion de contexte sur comment est-ce que la data s'inclut dans le monde du sport. C'était pas forcément évident il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, j'imagine que ça l'est un peu plus. Et voilà, du coup, vous expliquer un peu quels sont les débouchés. Et ensuite, dans une deuxième partie un peu plus exploratoire, je vous présenterai deux projets que j'ai eu la chance de mener en fait, et je vais vous expliquer justement toutes les étapes de ce projet, de la récupération de la donnée jusqu'à un peu l'analyse finale et en fait la prédiction de performance avec mes athlètes. Et si ça peut vous donner des idées, justement, ça peut être intéressant de comment est-ce qu'on mène un projet de A à Z. C'est un milieu qui n'est pas encore très développé, la data dans le sport, surtout dans le sport que j'ai choisi, qui était le trail. Du coup, voilà, c'était vraiment de la réflexion qui était assez intéressante. Il y avait pas mal d'intelligence à mettre là-dedans. Et ensuite, enfin, une petite partie en guise de conclusion qui est comment travailler en tant que data analyst ou data scientist dans le monde du sport. Donc les différentes opportunités, les barrières auxquelles moi je me suis frotté, qui n'étaient pas forcément évidentes, et puis aussi quelques tips et puis même forcément des réponses aux questions. Je suis sûr que vous en aurez plein. Donc la data dans l'écosystème du sport, j'imagine que vous avez entendu parler de Moneyball, qui est un film sur le baseball aux États-Unis, qui est incarné par Brad Pitt. Je sais que dans la salle, il y en a certains qui sont venus et qui sont actuellement ici à cause de ce film. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Et c'est l'image un peu que les gens ont de la data dans le sport. C'est vrai que les sports US sont vraiment en avance par rapport aux sports européens et surtout malheureusement les sports français sur ce domaine-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils ont été amenés à développer. Et notamment pour ce club de baseball, c'était un manque de moyens par rapport aux mastodontes du championnat. Et du coup, il y avait vraiment cette volonté de se décaler, et en fait de compenser un peu le retard qu'ils avaient. Et ça a très bien marché puisqu'ils sont allés jusqu'en finale de leur championnat.
Donc, voilà, pour vous montrer une photo que j'aime aussi beaucoup, qui est juste là, c'est voilà, un exemple d'un coureur sur piste au tout début de la data science pour le sport. Et du coup, on voit qu'il est sur la piste. Actuellement, on a des masques qu'on peut réussir à porter. Lui, il est assis sur une voiture en train de réussir à récupérer l'air qui est expiré par l'athlète, qui contient du CO2, pour ensuite courir avec son sac poubelle et analyser le taux de CO2 qu'il y a dans son sac poubelle. Donc c'est quand même assez intéressant et ça montre justement qu'on a fait beaucoup de progrès et je vais vous partager un peu tous ces progrès. Du coup, actuellement, il n'y a plus que les sports, enfin, en fait, tous les clubs sont en train de s'y mettre. Pourquoi? Parce qu'il y a une homogénéisation de la performance qui est en train d'arriver. Je vous montre une stat qui est assez intéressante, qui n'est pas toute récente parce que c'est même déjà de 2014. On voit que la performance sur marathon, au fur et à mesure du temps, est en train justement de se tasser parce que forcément le corps humain arrive à en fait, à un palier, donc on ne pourra pas non plus aller beaucoup plus loin. Et en fait, pour réussir à devenir le meilleur et à être meilleur que les autres, le volume d'entraînement ne suffit pas, même l'alimentation, etc. ne suffit pas. Il faut vraiment aller chercher tous les paramètres qui vont pouvoir améliorer les performances sportives. Donc voilà, c'est un peu la théorie des gains marginaux qui a été développée. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est. La théorie des gains marginaux, ça a été développée notamment dans le milieu du cyclisme par l'équipe Sky. Et en fait, c'est une théorie qui dit que si on accumule des petits gains, du coup des gains marginaux de 0,1% sur la performance, on va réussir justement à l'emporter et avoir quand même un avantage concurrentiel assez important. C'est une théorie qui est un peu décriée forcément, mais justement c'est intéressant de voir qu'il y a des équipes de cyclisme ou des athlètes professionnels qui vont extrêmement loin justement dans ce délire de l'amélioration. Donc typiquement, je ne sais pas si vous voyez très bien sur la photo, mais là on a un athlète et il a des petites billes sur le côté de son maillot. Et en fait, c'est des petites billes qui sont censées améliorer justement le flux de l'air, qui permettent de laminer le flux de l'air sur son maillot, et du coup, en fait, d'aller plus vite. On va se dire, mais ça sert à rien. Et en fait, c'est ça plus ça plus ça. Et en fait, c'est toutes des innovations qui ont permis à certaines équipes de développer justement c'est ça, oui. C'est autorisé de modifier les maillots comme ça? Bah justement, il y a eu un scandale parce que ce n'était pas dans le règlement UCI et c'est intéressant de voir que les organismes sportifs sont aussi là pour réguler et pour éviter qu'il y ait des dépenses trop importantes. En Formule 1, typiquement, avant on chauffait les pneus parce que en fait un pneu est beaucoup plus efficient quand il est chauffé et du coup maintenant ils ont enlevé ça parce que c'était des dépenses trop importantes, c'était contre l'écologie, etc. Donc voilà, il y a quand même des organismes qui sont là pour réguler ça. Un des derniers exemples que je prends et qui est un peu un des exemples phares de ma master thesis, c'est qu'ils vendent maintenant des chaussettes à $1000. Donc c'est des chaussettes qui sont faites spécialement sur mesure avec justement un travail aérodynamique pour essayer de laminer l'air au maximum. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y a 3 types de chaussettes. Il y a les chaussettes pour aller à 35 km/h, les chaussettes pour aller à 40 km/h et les chaussettes pour aller à 60 km/h. Ça veut dire que en fonction de la vitesse, justement, le flux d'air sur la chaussette ne sont pas les mêmes. Et du coup, on va privilégier un type de chaussette si on fait une course, le record de l'heure, typiquement qui est une course d'1 heure, ou une course dans la campagne qui va durer 6 ou 7 heures où on sera plus à 30 km/h. Voilà, c'est des... J'ai le souvenir aussi en natation, à un moment donné, les combinaisons. Ils se mettent à utiliser les combinaisons, ils font sauter tous les records. Exactement. Et du coup, à un moment donné, l'Union internationale de natation arrête parce que c'est aérodynamique. Ouais, c'est ça. Mais surtout, en fait, ils mettaient pas une combinaison, ils en mettaient 2, 3, 4, 5. Et du coup, en fait, ils flottaient et ils avaient juste à faire l'effort pour avancer. Donc, mais c'est vrai, et c'est là qu'on voit que l'organisme dans le sport est quand même assez intéressant et même que les humains sont en train de s'améliorer au fur et à mesure parce que les records sont à nouveau en train de tomber parce que justement en fait on est meilleur en nutrition, en préparation mentale, des choses comme ça. Donc voilà, il y a quand même la marche en avant qui continue et qui va bientôt venir un peu effacer un autre exemple typiquement c'est le lancer de javelot. Du coup, en fait, la construction des javelots était assez libre. Et en fait, forcément, on a commencé à atteindre des distances hallucinantes. On a dépassé les 70 mètres, les 80, 90. On est même à atteindre 100 mètres. Sauf que le problème sur un terrain de foot, et notamment quand on participe à des Olympiades, c'est qu'il y a une piste autour avec en face des sauteurs en hauteur, des sauteurs à la perche. Et du coup, ils arrivaient à 102 mètres, 103 mètres. Et là, ils se sont dit, mais en fait, c'est plus possible. On va tuer des gens de l'autre côté.
et ils ont modifié les javelots, ils ont déplacé un tout petit peu le centre de gravité pour qu'ils piquent plus vite. Et du coup, le record du monde de javelot est impossible à battre parce qu'en fait, il a été réalisé avec un javelot qui qui est plus homologué. Voilà. Et là, du coup, je vous présente un peu dans les facteurs de performance. Ça, c'est vraiment une réflexion que j'ai eue de manière très personnelle dans le cadre de ma thèse. Du coup, c'est 7 facteurs que j'ai essayé de déterminer pour placer un peu toutes les innovations qu'on pouvait avoir. Donc typiquement en premier je mettrais l'entraînement, donc c'est vraiment toute la base physiologique, c'est le facteur auquel on pense en tout premier. Ensuite la maîtrise technique, donc c'est tout ce qui est associé à la pratique même du sport. Si on a le meilleur joueur, enfin le meilleur coureur du monde avec des capacités physiologiques hyper importantes, si on le met sur un vélo, il va pas forcément être très bon parce qu'il y a quand même tout un apprentissage, il faut être le plus efficient possible dans son effort. Donc voilà, il y a certains muscles à travailler, donc c'est tout ce qui est proprioception aussi et technique. Il y a la nutrition et l'hydratation qui est très importante et souvent peu regardée par les coureurs amateurs. La récupération, on dit souvent que c'est mieux de dormir et de beaucoup dormir que de s'entraîner trop, justement pour éviter les risques de blessures. La préparation mentale, qui est un sujet qui a été trop longtemps occulté et ça fait 3 ou 4 ans qu'il y a des gens qui commencent à parler et ça fait vraiment très partie de la performance sportive. L'équipement, forcément, c'est l'exemple que je vous ai donné sur les chaussettes ou sur les combinaisons de natation. Et enfin, tout ce qui est stratégie de course. Donc, c'est justement à quel moment je vais placer mon attaque, à quel moment justement je vais créer ma stratégie de pacing. Donc, le pacing, c'est le fait justement d'aller à une telle allure et en fait de réfléchir ça en fonction de son profil physiologique qui est différent pour tous les athlètes. Donc voilà, ça c'est très personnel, il ne faut pas le prendre pour acquis, mais c'est comme ça justement que j'ai réussi à comprendre. J'ai eu la chance de faire beaucoup d'interviews et en fait c'est un peu les grands points que j'ai réussi à retrouver. Donc maintenant je vais vous parler un peu du potentiel de la data, parce que en fait c'est bien, mais il y a aussi, on doit faire appel à des professionnels, que ce soit de la nutrition, que ce soit un professionnel de l'entraînement. C'est hyper intéressant parce que ça permet d'aider à la décision. Donc là je vous ai mis ce qu'on appelle le pitfall en Formule 1. Donc en fait, c'est l'exemple type de la prise de décision rapide. Du coup, en fonction de toutes les données, et je peux vous dire qu'il y en a, par seconde, on a un nombre de données incalculable sur la voiture, que ce soit la pression des pneus, que ce soit le drift, que ce soit la chaleur, etc. Il y a des capteurs dans tous les sens. Et du coup, c'est intéressant en fait d'utiliser tout ça. C'est impossible à faire à l'œil nu. Donc on est obligé d'avoir des algorithmes. Et du coup, avec toutes les datas qui tournent pour prendre des stratégies, enfin des décisions stratégiques les plus intéressantes possibles. Et ça, pour le coup, en sport, je pense que c'est les meilleurs cerveaux qui sont concentrés là-dedans, parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile et extrêmement riche. Pareil, le discernement de biais, justement, on peut voir quand on va se tromper dans l'entraînement. Est-ce qu'on est en train de faire justement un mauvais entraînement, en train de se focaliser sur des mauvaises zones, typiquement en sport d'endurance ou des choses comme ça. Après, il y a aussi, on arrive, je pense, à l'ère de l'ultra-personnalisation. Je m'explique, c'est un exemple que j'adore reprendre parce que vraiment, il est extrêmement frappant. Là, c'est des photos de 2 championnes olympiques assez récentes, donc des dernières Olympiades. Et l'info justement que j'ai réussi à retrouver, c'est que en 1948, au JO de Londres, une Française qui s'appelait Micheline Ostermeyer a réussi à être sacrée dans les 2 disciplines. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez que c'est impossible de nos jours. Vous voyez le physique des 2 athlètes. Elle a réussi à être sacrée en 1948 dans les 2 disciplines. Actuellement, c'est impossible. Donc, on voit que le sport, justement, c'est complètement personnalisé et on pourrait plus s'entraîner en même temps pour du saut en hauteur et en même temps pour du lancer de poids. Et du coup, je pense que là, de 1948 à 2018, typiquement, ça s'est vraiment accéléré. Et je pense qu'à terme, d'ici 10 ou 15 ans, ce sera même impossible d'être sacré sur 100 mètres et sur 200 mètres. Parce qu'en fait, la préparation sera devenue tellement spécifique qu'on ne pourra pas être bon dans les deux disciplines. Voilà. Donc c'est un peu pour vous montrer à quel point justement c'est très important d'aller chercher de la personnalisation. Dans l'entraînement et dans la séance d'entraînement, c'est quelque chose qui arrive. Très souvent, les athlètes, quand ils s'entraînent, ils font des tests de HRV, donc c'est pour essayer de voir s'ils sont en forme. Et ils ont une séance de 10 fois 400 mètres à faire. Et en fait, s'ils ne sont pas en forme, leur coach, au lieu de leur dire de faire leurs 400 mètres en 62 secondes, il va leur dire fais tes 400 mètres en 64 secondes. Parce qu'en fait, le corps va réagir d'une manière différente à ces 2 secondes de différence. Et le but, justement, ça va être d'essayer de chercher avec extrêmement de précision. Et les meilleurs
coureurs au monde, c'est ceux qui vont trouver le plus de précision et qui vont s'entraîner parfaitement justement avec ce que leur corps est capable de faire et ce que leur corps attend. Et après, forcément, il y a l'analyse des signaux faibles. Donc ça, c'est quelque chose qu'un humain n'est pas capable de faire. J'en parlais un peu en Formule 1, mais c'est vrai aussi typiquement en trail. On peut essayer de prédire un temps de passage d'un coureur. Mais en fait, si on rajoute la luminosité, l'hygrométrie de l'air, la technicité, est-ce qu'il a plu, est-ce qu'il y a eu de la boue, est-ce qu'il y a 1 degré de moins, ça, c'est des choses qui, à l'œil nu, ou en tout cas pour un humain, sont vraiment impossibles à déterminer. Et là, avec la data, on va pouvoir réussir à affiner au maximum. Et pareil, du coup, la prédiction de performance et le monitoring. Donc, c'est vrai, dans les sports collectifs, il y a plusieurs startups qui se sont lancées là-dedans. Et ben, je vais y revenir sur les 2 use cases que je vais vous présenter. Alors, j'ai réalisé 2 projets. Enfin, en tout cas, c'est 2 des principaux projets que je voulais vous présenter. Le premier, ça a été une course avec Peter Engdahl, qui est un acteur suédois assez jeune, il a 27 ans, et qui est très bon. Du coup, on a eu le loisir justement de discuter, et donc je l'ai accompagné depuis maintenant presque plus d'1 an. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a créé un modèle prédictif pour ces courses. Ensuite, comment est-ce qu'on s'occupait de la stratégie de course et comment est-ce qu'on monitorait justement sur le terrain, et c'est la partie un peu la plus intéressante de la performance sur la course. Donc voilà, ça c'est Peter Engdahl. Et voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais, c'est que ce genre d'émotion, quand on arrive sur une course, ça vaut toutes les motivations et même, je pense, les salaires du monde. Voilà, c'est ça un peu qui me fait vibrer. Donc voilà, la course de la Transvulcania, c'est une course de 73 km et demi et qui fait 4260 mètres de dénivelé positif. Donc en fait, c'est la hauteur d'altitude qu'on monte pendant la course. Et du coup, nous, ce que j'ai essayé de faire, c'était de déterminer le temps théorique justement qu'il pouvait mettre, et en fait d'essayer de lui donner exactement les bons arrêts et les bons temps de passage aux différents aid stations du circuit. Donc voilà, donc ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé je l'ai fait en 2 temps. D'abord, ce que j'ai fait, comme c'est pas une course plate, en fait, on a beaucoup moins de données, et toutes les courses de trail, c'est ça qui fait un peu cette difficulté. C'est difficile justement d'avoir des temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aplani la courbe. Donc là, on voit un exemple juste à droite, donc avec les différentes courbes. Donc, le but, c'est de se dire, on a 74 km et 5000 mètres de dénivelé. Qu'est-ce que ça fait si on courait sur du plat? Et ensuite, le deuxième outil, c'est j'ai utilisé une extrapolation des records du monde pour savoir en fait si on a un record sur 42 km qui est à 2h30 et si on a un record sur 75 km qui est à un peu plus, justement quel sera exactement le record sur 51 km typiquement. Donc voilà, ça c'est un peu des choses que j'ai inventées pour le coup. Et donc en soi, c'est comme c'est un métier qui n'était pas encore vraiment développé, surtout en trail. Voilà, je vous montre un peu quel a été mon trajet là-dedans et comment est-ce que j'ai réussi à créer ces choses-là. Donc d'abord, pour aplanir la courbe, il y avait une formule usuelle qu'on nous donne souvent. C'est que 100 mètres de D+, ça correspond à 1 km sur le plat. Donc en fait, l'énergie qu'on dépense à monter 100 mètres, en fait, c'est la même chose que courir 1 km. Et donc en fait, ça nous donne une valeur qui est de 116 km sur du plat, ce qui est assez éloigné de la réalité. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai repris une formule personnelle que j'ai entraînée en fait sur les dernières courses de mon athlète Peter Engdahl, notamment la CCC. Et du coup, forcément, il a des caractéristiques qui sont complètement propres. Et donc moi, je suis tombé sur une distance de 111 km, ce qui fait quand même 5 km de différence. Du coup, en termes de temps, c'est juste énorme. Et on est à un tel niveau, on ne peut pas se permettre d'avoir ce delta. Et après, du coup, j'ai pris l'extrapolation des records du monde. Donc, en fait, on pourrait le faire avec les records du monde parce que c'est quelque chose où on est allé le plus loin. Mais ça pourrait être typiquement avec la 100e performance mondiale. Ça pourrait être avec le record du monde féminin. Ça pourrait être avec ce qu'on appelle les personal best, donc les records de l'athlète à condition qu'il se soit entraîné spécifiquement sur chaque distance. Et du coup, voilà, ça m'a permis justement de déterminer. J'ai fait deux simulations. Si Peter était 3% en dessous du record du monde, parce que forcément il n'est pas aussi bon que Eliud Kipchoge, qui a un métabolisme particulier, il était à 6h55 de course. Et si je prenais 6% en dessous du record du monde, il était à 7h07 de course. Donc voilà, et maintenant ce que je veux faire, c'est que maintenant que j'ai mon temps définitif, il faut essayer de voir
sur quelle durée justement vont être les différents ravitaux. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je peux pas directement en fait, couper en fonction du nombre de kilomètres qu'il y a entre chaque ravitaillement, parce que forcément, il y a des portions qui sont extrêmement montagneuses, des portions de descente. Du coup, justement, il faut mettre un tout petit peu d'intelligence pour permettre d'aller là-dedans. Et en fait, justement, ça va avoir un impact énorme sur la stratégie, parce que il y a des coureurs en fait qui sont bien meilleurs en montée, des coureurs qui sont bien meilleurs en descente, et du coup en fait il faut vraiment que l'athlète que je suis s'astreigne à son plan et n'aille pas suivre un athlète qui peut être meilleur que lui. Typiquement, j'avais fait un screening de tous les coureurs qui prenaient le départ de la course, et en fait il s'est avéré qu'il y en a qui étaient très 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 bons grimpeurs, et du coup je dis si il part en tête, tu vas absolument pas le rattraper parce que tu vas te cramer, parce que toi tu es moins bon que lui en montée. Par contre, c'est très bien que dans la descente, tu peux lui mettre 2 ou 3 ou 4 minutes. Donc c'est pour ça que tu peux te permettre de prendre 4 minutes de retard au sommet pour le rattraper ensuite dans la descente. Et du coup, c'est pour ça qu'on va arriver à des courses qui vont plus être des courses de championnat où en fait l'objectif c'est juste la gagne, mais se concentrer sur son plan de course personnel. Donc j'ai déterminé ce qu'on appelle la GAP, c'est la vitesse ajustée à la pente. C'est la vitesse à laquelle serait allé l'athlète si la course avait été plate. Donc voilà, c'est un indicateur qui est extrêmement intéressant. Il y a plusieurs marques et en fait chercheurs qui se sont penchés sur le sujet, mais on n'est pas encore allé suffisamment loin. Typiquement Strava, qui est une super application, leur formule n'est pas encore suffisamment bonne parce que ils sont très bons sur le goudron, mais en fait dès qu'on a un sol un peu meuble ou dès qu'il y a de la technicité, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc justement, moi je suis allé rechercher des formules de VAP qui soient spécialisées sur mon coureur. Donc voilà, c'est les deux étapes. Donc la première, c'est que j'ai récupéré typiquement sur la CCC toutes les vitesses en fonction du gradient de la pente. Donc là, on voit de moins 40% à plus 40%, et du coup d'essayer de déterminer. Donc on voit il y a quand même beaucoup de bruit, ce qui est normal, mais en fait on remarque qu'on réussit à avoir une espèce de courbe de tendance, et ce qui est normal, parce qu'en fait à 0 degré de pente, forcément on va relativement vite. Quand on a moins 5% de pente, forcément, on accélère parce qu'on est poussé par la gravité. Par contre, quand on est à moins 40% de pente, on va aller moins vite que sur du plat parce qu'on est obligé justement de se freiner et de ça. Pareil, quand on arrive justement sur des portions qui sont très très pentues, là pour le coup, on va perdre énormément de vitesse par rapport au plat parce que justement, on est bloqué par cette force gravitationnelle qui nous pousse vers le bas. Et donc ça, c'est la première méthode, donc avec Strava. Et la deuxième, c'est justement sur la Transvulcania, c'est en fait d'utiliser ce qu'on appelle un MetaMask, donc tout en haut à droite, qui permet de calculer le coût, l'économie de course, et du coup justement ce que ça coûte à l'athlète de courir. Et du coup, en faisant ces tests sur différents terrains, on peut réussir à déterminer, en fonction du pourcentage, s'il va être plus efficient, donc plus efficace en montée, ou plus efficace sur le plat ou en descente. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que j'ai réussi à récupérer la formule de Strava, donc la formule qui est sur l'application, donc qui est en orange et jaune juste là. Donc j'ai juste fait un peu de rétro-engineering pour essayer de comprendre ça. Et on remarque bien que la VAP de Peter, elle est bien inférieure. Et en fait, c'est normal parce que c'est un athlète de haut niveau, donc c'est normal que par rapport justement au commun des mortels, il soit meilleur en montée et en descente. Et là, on voit typiquement, pour lui, courir sur une pente à 30%, c'est 2 fois plus fatigant que courir sur une course plate. Et par contre, pour le commun des mortels, c'est 3 fois plus fatigant, ce qui est à peu près cohérent. Mais du coup, il ne faut pas utiliser la formule que donnait Strava, mais vraiment designer une formule spéciale pour Peter. Joseph, ouais. Petite question, peut-être. Le masque, c'est permettre de mesure à quel je vais répéter la question pour qu'on nous entende dans le chat. Je ne sais pas si vous êtes connectés, mais je vous salue bien. Le masque, en fait, il permet de calculer 2 choses. Il permet de calculer les concentrations expirées et inspirées en CO2 et en O2. Et en fait, en faisant juste un rapport de ces 2 taux, on peut réussir à avoir la fat max et en fait de savoir à quel moment on brûle des glucides ou on brûle des graisses. C'est les 2 sources d'énergie dans notre corps. Quand on va pas vite, en fait, on brûle des graisses.
Et dès qu'on arrive justement au-dessus du fat max, on va commencer à brûler, c'est au-dessus du seuil anaérobie, on va brûler justement des glucides qui sont mauvaises en 2 points. Le premier, c'est qu'on en a peu dans notre corps, on peut tenir au maximum 15 minutes sur les sucres. Et deuxièmement, le deuxième point, c'est aussi que ça produit de l'acide lactique et du coup, ça peut en fait complètement nous flinguer pour une course. Donc voilà, c'est intéressant justement de voir cette fat max et ces 2 charges de combustion. Et voilà. Et ensuite, ce que j'appelle le profil competing, c'est d'utiliser le profil de course qu'on réussit à avoir et en fait de matcher ce profil de course. Donc là, vous voyez, c'est l'équivalent de la montagne. Donc là, j'ai pris l'UTMB. Il y a différentes montées et différentes descentes. Et en fait, de matcher ce profil-là à la formule de VAP qu'on a trouvée pour lui dire, typiquement, toi, avec ton profil particulier, il faut que tu arrives au bout des 45 km en 3h15. Et quelqu'un qui sera beaucoup plus rapide en descente mais moins rapide en montée, on lui dit 3h20 ou 3h25 parce que justement il faut que tu t'adaptes à ton corps et à ton propre rythme. Voilà, et typiquement une des données qu'on peut réussir à retrouver, c'est ce que j'appelle la heatmap du niveau des coureurs. Donc en fait c'est plus c'est foncé, meilleurs ils sont. Donc là typiquement on a Rémi Bonnet qui est extrêmement doué en courses qui sont courtes et qui sont très pentues. Donc là, en fait, ça correspond à 1 kilomètre vertical, donc c'est vraiment une grimpée sèche. Par contre, à l'inverse, on a Jim Wemsley, qui est un coureur américain, qui lui est spécialisé justement dans les courses qui sont longues et plutôt plates. Et donc c'est pour ça que voilà, si on compare les deux, ils pourront jamais. Enfin, il y en a un qui va défoncer l'autre dans une des courses et l'autre qui va complètement perdre sur l'autre. Et une des informations un peu marrantes, c'est que Jim Wemsley veut absolument gagner l'UTMB. Donc j'ai mis juste là les courses en fonction un peu de leur profil. L'UTMB, c'est une course qui est plutôt longue parce qu'elle fait 160 km et qui est relativement pentue parce qu'il y a 6% de moyenne de pente. Et du coup, Jim va essayer de déplacer sa heatmap de niveau justement vers l'UTMB pour en fait avoir les meilleures capacités pour ça et réussir justement à remporter cette course au moins une fois dans sa vie. Voilà, donc ça c'était toute la partie un peu création du modèle prédictif. Et maintenant, je vais vous parler justement de briefing et de la stratégie. Donc on a vu le pacing, il y a différents aussi choix tactiques sur lesquels je l'ai aidé pendant la course. Typiquement, il me posait des questions, est-ce qu'il faut que j'utilise des bâtons ? Je ne sais pas si vous êtes familier des courses en montagne, mais souvent les athlètes ont des bâtons en fait pour s'aider. Et justement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé l'efficience que l'athlète avait à courir, soit en courant, soit en marchant. Parce que quand on arrive à un pourcentage de pente, il est souvent plus intéressant de marcher parce que ça va économiser justement les fibres musculaires. Donc voilà, je lui ai dit, voilà, il y a tant de zones au-dessus de 14% de pente et du coup, tu dois sortir tes bâtons à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc ça, c'est justement des choix. Et pareil, il y avait un peu le trade-off qu'on avait avec est-ce que c'est intéressant de porter les bâtons qui ont un poids de 400 ou 600 grammes sur les 70 km de course si c'est pour les utiliser que sur 3 ou 4 km de montée sèche. Pareil pour le screening des concurrents, donc ça c'était assez intéressant de voir qui était bon par rapport à lui, qui était bon en montée, bon en descente pour justement lui permettre de ne pas s'affoler si quelqu'un lui passait devant. Et d'ailleurs, à propos du screening des concurrents, j'ai une anecdote assez marrante. Je discutais avec Kylian Jornet et il m'expliquait, je lui demandais comment est-ce que tu fais justement pour faire ce screening des concurrents. Il me dit, en fait, c'est facile pour moi parce que j'ai l'habitude de courir avec les athlètes, donc je les connais bien, je sais s'ils sont bons. Il m'a dit une chèvre ou pas bon en montée ou en descente. Et il m'a dit, sauf l'année dernière sur l'UTMB où il y avait Mathieu Blanchard que je connaissais pas trop. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti à bloc dans une montée. Il a regardé le temps qu'il avait mis à Mathieu Blanchard dans la montée. Donc, il a mis 2 ou 3 minutes. Donc pareil, il s'est un peu posé et après il a refait la même chose dans la descente. Donc il s'est fait reprendre du temps par Mathieu Blanchard. Et après il était comme ça en train de courir et il me disait du coup je calculais le temps qu'il fallait que je lui mette à la dernière montée du parcours si je voulais pas être rattrapé dans l'ultime descente. Et du coup c'est dingue. Enfin, en vrai il a quand même un niveau qui est hallucinant pour se permettre d'avoir ce genre de raisonnement pendant une course. Voilà, mais du coup c'est assez intéressant et je pense que c'est le vrai travail d'un data analyst, c'est de réussir justement à déterminer ça et un peu d'être sur le terrain
justement pour gérer ce problème. Donc c'est ce que le monitoring en temps réel. Donc là c'est toujours Kylian Jornet qui est en train de se faire piquer juste là. En fait c'est un test lactate et du coup il fait des tests de recherche justement pour voir comment est-ce que son corps réagit à l'effort, est-ce qu'il est parti trop fort, pas assez fort, etc. Et du coup moi ce que je faisais justement avec Peter Edgell qu'on va potentiellement implémenter sur la prochaine course, c'est en fait de le badger à tous les ravitaux avec typiquement des capteurs de glucose, des capteurs de fréquence cardiaque pour voir s'il est parti trop vite. Et forcément, à côté de ça, j'ai calculé un peu sa consommation glucidique et du coup de voir si c'est conforme à ce que j'avais prévu et potentiellement au ravitaillement, de lui donner une gourde salée ou une gourde un peu plus sucrée en fonction justement du type de nutriments qui lui manque. Donc voilà, c'est ça. Et forcément, il y a aussi une grosse part d'apport. Enfin, on apporte des informations qui sont intéressantes. Et après, la gestion des cas non conformes, ça peut être une chute, ça peut être un athlète qui est meilleur que ce qui était prévu. Et du coup, là, justement, j'ai aussi des algorithmes qui sont prévus au cas où pour justement essayer de déterminer si on peut aller un peu plus loin. Donc voilà, ça c'était mon gros premier sujet et qui m'a vraiment passionné. Et on continue de travailler ensemble. Donc voilà, le but c'est de gagner l'UTMB cette année. Combien de temps ça te prend pour préparer un gars? Pour préparer un gars Entre son entraînement et toi, tes études de tout. Voilà, du coup, moi j'ai beaucoup fait ça pendant ma master thesis. En vrai, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais c'est parce que j'étais passionné par le sujet, donc en vrai, ça me dérangeait pas trop. J'aurais du mal à quantifier comme ça. Mais c'est juste que, typiquement avec Peter, j'ai commencé juste à discuter avec lui pour l'interviewer. J'ai vu qu'il était intéressé et forcément tous les sportifs de niveau sont pas forcément réceptifs à la data. J'imagine que, en fait, dans le monde de l'entreprise, vous le saviez mieux que moi, mais il y a des gens qui sont incapables d'entendre le mot data et qui sont incapables justement de comprendre ça. Lui, il était hyper ouvert là-dessus et du coup, j'ai commencé à l'aider un petit peu et en fait, j'ai amélioré un peu mes PowerPoint et mes briefings de course au fur et à mesure. Et même quand je regarde mes briefings d'il y a 6 ou 8 mois, mais j'ai honte de moi tellement c'est ridicule. Donc j'ai vraiment réussi à prendre énormément en compétences grâce à lui, parce il fait énormément de feedback aussi, donc ça c'est très très positif. Donc je pourrais pas te répondre clairement à ta question. Ouais. J'ai pas vu l'altitude en fait dans les paramètres que tu vas utiliser. Je te pose la question parce que moi je fais pas de climbing, mais je connais des gens qui font voilà. Et je sais que à partir d'une certaine altitude, tu peux avoir des problèmes de respiration, tu risques de t'évanouir. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans... Ouais. Et justement, je répète juste la question pour nos amis du live qui nous écoutent. C'est justement comment est-ce qu'on gère l'altitude et est-ce que ça rentre en ligne dans les algorithmes? Oui, 100%, parce qu'en fait, l'altitude compte, mais surtout elle compte différemment pour chaque athlète. Et du coup, mon rôle, c'est de réussir à déterminer l'impact qu'a l'altitude sur chaque athlète pour justement lui permettre. Mais ça, je vais y revenir justement sur mon deuxième projet qui est la tentative de record de l'heure. Est-ce que vous voyez ce que c'est le record de l'heure? Donc c'est un des records les plus mythiques du cyclisme. Je crois que le premier a été fait en 1873. Donc ça date. Et le but, c'est de parcourir la plus grande distance en 1 heure. Donc on est sur sa bicyclette, sur un anneau le plus souvent. Et justement, il faut produire l'effort le plus conséquent possible. Donc j'ai été contacté par un gars de Corbas qui m'a mis en relation justement avec un athlète qui veut tenter de battre le record de l'heure de France, qui est à 51 km/h, enfin du coup 51 km. Et du coup, en fait, je me suis un peu lancé dans cette aventure. Et je vais vous expliquer un peu, donc il n'est pas encore passé, ce sera en octobre de l'année prochaine. Donc je vais vous expliquer justement comment est-ce que j'ai structuré le projet et comment est-ce que justement on va réussir potentiellement à battre ce record-là. Et c'est là que l'altitude va vraiment impacter un peu tous les choix qu'on va faire, notamment dans le choix du vélodrome. Typiquement, le vélodrome qui est choisi le plus souvent pour les records, donc notamment Filippo Ganna, qui est un coureur italien et qui a battu le record du monde récemment, donc qui l'a placé à une hauteur hallucinante de 56 km. Il a battu sur le vélodrome de Granges, qui est un vélodrome en Suisse, mais qui est à 500 mètres d'altitude. Bon, on se dit 500, c'est pas beaucoup.
pour les athlètes justement à ce niveau-là, c'est monumental. Et du coup, Ghana, lui, il n'est pas trop impacté par ce genre d'altitude parce que soit il a l'habitude d'y vivre, soit il fait des stages en altitude. Mais moi, mon athlète, pour le coup, il est extrêmement sensible à l'altitude. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi un vélodrome qui soit plus bas, et donc le vélodrome de Roubaix, normalement. Pareil pour la chaleur, s'il est très impacté par la chaleur, eh ben on va aller justement dans un vélodrome qui est plus haut en Europe, ou même faire ça dans la nuit ou quelque chose comme ça, un peu pour essayer vraiment d'améliorer un peu tous les facteurs et de réussir à aller plus loin. C'est ça qui est intéressant justement dans les tentatives de record, c'est qu'on a énormément de variables d'ajustement sur la performance, alors que sur une course de championnat, sur une course en ligne, en fait tout le monde est face aux mêmes conditions parce que c'est une heure précise, c'est un format particulier, etc. etc. Donc les trois grosses étapes du coup que je vais mettre en place dans ce projet, c'est d'abord d'avoir un peu une analyse de la littérature scientifique. Donc ça c'est très important. Donc ça c'est juste une photo. C'est beau. Moi je trouve ça magnifique. C'est vraiment l'aérodynamisme dans toute sa splendeur. Donc faut imaginer un gars comme ça rouler à 60 km/h quasiment pendant une heure sur une piste de 250 mètres. Donc voilà, c'est juste pour vous faire imaginer un peu ce que ça représente. Donc voilà, le premier, ça va être l'analyse de la littérature scientifique. En fait, je vous ai présenté tout à l'heure les 7 facteurs de performance. Moi, je suis juste un petit data scientist, donc je maîtrise pas du tout l'aérodynamique, même typiquement tout ce qui est nutrition, tout ce qui est l'aspect physiologique, etc. Donc c'est hyper important, avant de commencer un projet, d'aller justement regarder les thèses qui ont été produites, les articles qui ont été publiés dans tous ces domaines. Et même potentiellement de s'aider d'un diététicien, d'un kiné, même d'un chef cuistot, etc. Parce que eux auront beaucoup plus d'insights sur la situation. Et en fait, le data analyst, le data scientist, il est là justement pour analyser les données de cette personne qui ne maîtrise pas les maths a priori, pour justement réussir à lui faire prendre les bonnes décisions, chacun dans son métier particulier. Donc voilà, c'est une approche qui est très académique, mais les gens sont allés tellement loin, et notamment Filippo Ganna, pour son record de 56 km, il a fait des choses incroyables. Il avait les super chaussettes et chaussures. Il a même produit une innovation. C'est justement l'équipe qui était chargée de l'entretien de son vélo. Déjà, ils l'ont imprimé sur mesure pour que vraiment il n'y ait pas un seul millimètre de son coude ou de son épaule qui dépasse. Et surtout, ils ont récupéré la chaîne et en fait, il y a des problématiques de frottement. Et du coup, c'est-à-dire qu'il faut mettre un super de l'huile justement pour que ça coulisse bien. Et là, ils ont fait un traitement qui a duré 17 heures pour réussir à enlever toutes les poussières qui étaient coincées dans les atomes pour réussir à gagner. Et là, le chiffre qu'ils ont sorti, c'était 87 mètres. Donc, ils ont fait tout un process justement d'utilisation d'une huile spéciale pour gagner 87 mètres sur les 56 km du record. C'est pour vous dire justement à quel point on va aller chercher des micro-détails dans ce genre de trucs. Ça dit 56. 85 mètres sur 56 km. Ça représente pas beaucoup. 56. Le deuxième, du coup, la deuxième phase du projet, une fois qu'on a vraiment cet apprentissage académique assez fort, c'est d'aller essayer de trouver des tendances. Donc, vous le savez, vous l'avez appris justement pendant ces 1 mois et demi de formation. Quand on a des données, il faut qu'elles soient extrêmement propres. Et moi, typiquement, j'avais accès aux données de Strava. Donc, j'ai 8 ans, donc 8 années de sortie quasi quotidienne de mon athlète. Mais c'est quand même un dataset qui est considéré comme plutôt assez sale parce que c'est en fait des courses qui sont, enfin en fait dans toutes les conditions, il y a des conditions de température qui sont différentes, il y a des conditions même typiquement rien que le vent. Donc c'est des données qui sont assez sales. Mais par contre, c'est tellement large qu'en fait, on va pouvoir utiliser justement ce big data pour réussir à trouver des tendances et un peu des coefficients directeurs, même avec une marge d'erreur importante. Et du coup, c'est la première chose qui va me permettre de personnaliser un peu la théorie que j'ai trouvée avant à l'athlète. Et du coup, typiquement, on parlait de l'altitude tout à l'heure, de voir que mon athlète est beaucoup plus sensible à l'altitude. Donc là où Ghana se serait permis d'aller à 500 mètres d'altitude, nous, c'est impossible qu'on y aille. Et donc, on va devoir choisir justement ce vélodrome-là. Typiquement, un autre exemple qui est quand on essaie de battre le record du monde du marathon et donc de passer sous les 2 heures, ils ont choisi spécifiquement la ville de Vienne, l'heure exacte.
Et typiquement, ils ne savaient pas quand partir parce qu'ils attendaient une hygrométrie, donc une humidité de l'air importante. Et donc, ils sont restés pendant 3 jours en disant je peux partir à n'importe quel moment en attendant justement les bonnes conditions météo. Voilà, c'est un peu ça, donc d'essayer de personnaliser au maximum. Et la ville a été choisie justement pour l'athlète en particulier. S'il avait été plus, je dis frileux, mais en fait, ils auraient décalé un tout petit peu la ville un peu plus dans le sud de l'Europe. Et voilà. Et du coup, ça va nous donner des courbes de tendance qui vont être forcément bruitées avec une incertitude assez large, mais au moins, ça nous donne des pistes de réflexion et on va pouvoir se dire, ok, dans un troisième temps, dans une troisième étape que je vais pouvoir vous proposer, on peut déjà tester un peu des tendances et valider ou infirmer les hypothèses qu'on a. Et donc voilà, c'est la troisième partie. Donc le but, c'est de faire des batteries de tests en vélodrome, donc une fois qu'on a nos premières tendances. Donc ça, pour le coup, c'est des séries de tests qui sont totalement répétables parce qu'il n'y a pas de vent, c'est exactement les mêmes conditions. Et je peux augmenter typiquement la température du vélodrome. Si on veut tester spécifiquement la température, on fait un test à 18 degrés, un test à 20 degrés, un test à 22 degrés. Et là, pour le coup, on n'aura aucune hésitation si le test a réussi ou pas, parce que ce sera vraiment des choses très répétables. Et donc, ça va me permettre justement de confirmer un peu ce qu'on a vu grâce aux données Strava et ensuite d'affiner du coup les incertitudes et de pouvoir faire les bons choix pour le jour J. Voilà, donc ça c'était mon deuxième gros projet. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Moi j'ai une petite question. Ouais. Quand vous étudiez le changement par rapport au changement de température, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Ouais, c'était vraiment l'exemple que j'avais pris. Donc, il y avait le changement de température, il y avait le changement d'altitude aussi, typiquement. Mais en fait, ça peut être plein de choses. Ça peut être même la combinaison qui va revêtir. Du coup, en fonction, ça c'est plus une partie aérodynamique. Donc, il y a une équipe spécialisée sur l'aérodynamique qui va l'aider. C'est l'état physique et mental de. Exactement. Oui. Une des missions. Personne, parce que même la température change, on peut pas expliquer. Oui, ça typiquement, un des choix à faire justement, ça va être de déterminer, pareil, c'est une question de pacing, donc à quelle allure va s'élancer mon athlète et de savoir si, typiquement, les 2 derniers qui ont battu le record du monde, il y avait Dan Bigham et Filippo Ganna, ils n'ont pas du tout eu la même stratégie. Il y en a un qui est parti super fort et qui a essayé de tenir jusqu'au bout, et l'autre, à l'inverse, qui est parti doucement et après qui est monté en régime. Et ça, du coup, ça dépend extrêmement de la réponse physiologique de l'athlète à une charge d'intensité donnée. Et du coup, le but, c'est de créer un modèle de charge. Donc ça existe déjà en général et en moyenne. Mais le but, c'est de le personnaliser au maximum pour lui dire justement quelle est la meilleure stratégie de pacing. Et du coup, je vais passer à la troisième partie, c'est travailler dans le monde du sport. Donc là, j'ai parlé beaucoup de la performance sportive en tant que telle, mais il n'y a pas que ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez dans les clubs de foot, il y a beaucoup d'offres de data scientists, de data analysts qui passent, qui ne sont pas forcément dans la performance, mais ça peut être sur l'aspect marketing, sur l'aspect billetterie, les choses comme ça. Donc, si vous voulez travailler dans le sport de haut niveau, vous n'êtes pas obligé justement de connaître ça sur le bout des doigts. J'ai beaucoup de contacts, donc en vrai, si ça vous intéresse, je pourrais vous les transmettre. Ça, c'est pas un souci. Vous pourrez me demander, et même je pourrais vous passer ma master thesis parce qu'il y a pas mal d'informations là-dedans. Et il y a juste un point sur lequel je voulais vous faire un peu réfléchir, c'est le genre de public à qui on parle. Donc, je vous ai dit que en fait, c'était un sport qui n'était pas encore suffisamment mature. En marketing, ça fait des années qu'on parle de data, donc c'est un peu rabâché. En finance aussi, on a beaucoup justement une approche très analytique. En fait, les acteurs métiers dans le monde du sport de haut niveau, et surtout en trail sur lequel j'ai plus travaillé, c'est beaucoup plus difficile. Souvent, c'est des gens qui ont fait la formation STAPS ou la formation donc physio. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile pour eux justement d'accepter. Typiquement, Marc Madio, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Le manager de. Exactement, c'est ça. Qui est le big boss d'une équipe de cyclisme. Il est beaucoup misogyne d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais du coup, pour le coup, lui, il est resté, il est excellent dans la gestion de son équipe, mais pour le coup, il est resté, il n'est pas du tout ouvert à ce genre de données, même d'ouverture. Et moi, je suis arrivé très, très gentiment à 24 ans avec des lunettes en lui disant que je faisais des mathématiques.
je peux vous dire que je suis pas resté longtemps au téléphone. Hein. Donc voilà, vraiment, faut réussir à comprendre ça et justement de travailler avec des gens qui sont peut-être plus jeunes ou plus ouverts ou dans des sports qui sont un peu plus développés. Mais quand les gens n'ont pas compris l'impact de la data et ils peuvent leur faire comprendre que ça peut leur apporter des secondes au 100 mètres, ou même de l'argent en sponsoring, c'est assez difficile justement de discuter et d'avancer là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait une petite blague. Le ROI, donc le retour sur investissement, est vraiment important. Actuellement en marketing, en fait, vous êtes lâché avec vos données, vous pouvez donner un peu des indications en mode faut faire comme ça, faut faire comme ça. Dans le monde du sport, il faut faire encore plus attention à dire voilà, ce que j'ai mis en place, ça t'a fait gagner 2% de ta performance. Ça t'a fait gagner 37 secondes sur telle portion, etc., etc. Et du coup, ça c'est vraiment, si vous commencez à travailler dans ce domaine-là, vraiment faire attention à avoir une approche résultat et du coup de dire ok, je fais ça pour ça et en fait à faire un reporting extrêmement précis qui est intéressant. Et typiquement un des trucs qui est intéressant aussi, c'est que on est quand même sanctionné par le résultat de la course. Donc ça c'est quand même assez gratifiant et du coup ça nous permet justement de voir un peu si on a réussi à améliorer les performances. Dites-moi si vous avez des questions. Et voilà. Et du coup quelques tips pour réussir. En fait, la connaissance du sport dans lequel vous allez vous développer, elle est très importante parce qu'il faut quand même acquérir une certaine légitimité. Et du coup, il faut très bien connaître, même si vous apprenez un peu sur le tas, mais le fait de savoir un peu les grands champions, le fait de pouvoir discuter avec les différentes personnes, ça c'est très important justement pour leur montrer que vous maîtrisez le domaine, que vous êtes aussi bon dans le sport. Ça c'est un peu dommage, ça je vous l'accorde, mais pour le coup, je pense que j'aurais pas pu réussir justement à avoir des discussions et des contrats comme ça si j'avais pas fait du sport en compétition. Donc ça c'est un peu bloquant, mais voilà, faut faire avec. Je pense que dans les prochaines années, ça va un peu se libérer, mais voilà, c'est encore un des trucs qui est bloquant. Et si vous avez des questions sur le métier de freelance, je pense que c'est un milieu pour le coup où il y a un vrai impact, je pense, de la freelance parce que c'est pas un métier qui est institutionnalisé pour l'instant. Et du coup, il y a beaucoup de contrats qui sont proposés comme ça en freelance en attente justement de faire ses preuves pour après potentiellement embaucher le data analyst sur le plus long terme. Voilà. Il y a une question juste là. Juste une question. Toi, tu as eu l'occasion de manipuler pas mal de données pour des joueurs individuels. J'ai vu tout ce que tu courses dans le cyclisme. Et est-ce que tu fais un lien différentiel avec la capacité à prédire sur des sports où il y a beaucoup plus de personnes qui interagissent? Je pense par exemple au football, au basket, sur des sports co. Est-ce que tu penses que c'est aussi simple à prédire ou c'est beaucoup plus compliqué? En vrai, moi, j'essaierais de structurer en fonction de ce que tu veux choper en football. Typiquement, en football, tu peux avoir une approche très individualiste et du coup, de regarder exactement comme un trail ou comme un vélo, la fréquence cardiaque, la charge d'entraînement, des tests salivaires justement, le volume d'air expulsé, pour justement éviter le risque de blessure derrière. Donc ça, pour le coup, en vrai, je pourrais être quasiment aussi bon en football parce que c'est l'approche physiologique qui est derrière. Un des points, justement, je me permets de digresser un peu. Je me suis rendu compte, j'avais une formation de data scientist, donc avoir fait de l'IA, du ML, etc. Et je suis allé voir justement mes athlètes en leur disant, je vais faire de la STM, je vais faire des random forest, etc. Ça veut dire quoi? Pardon. Le random forest. Le random forest, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, je crois. Et le LSTM, c'est un algo de machine learning qui permet en fait de prédire en regardant le passé. Donc c'est utilisé dans la construction de phrases, mais aussi typiquement en sport et en prédiction du temps de passage, de voir justement quelles sont l'antériorité des résultats pour justement prédire le résultat d'après. Et du coup, je suis arrivé, j'étais tout content de moi et je me suis dit, mais c'est bon, je vais sortir le grand jeu. Et en fait, c'est tout bête, mais rien qu'avec un fichier Excel et un peu de Python, j'arrivais à leur donner des résultats qui les intéressaient. Donc, il faut vraiment se dire, même si on a une super formation, juste avec un Excel et du Python, on peut réussir à s'en sortir. Donc voilà, c'est un peu justement pour répondre à ça. Pour les sports justement qui sont collectifs, là pour le coup, il y a beaucoup plus de données et c'est vrai que l'Excel ou le Python va avoir un peu plus de mal justement à gérer ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'algorithmes, notamment en computer vision, qui sont en train de se développer pour réussir à voir ce qu'un humain ne verrait pas et en fait analyser beaucoup plus de données. Et ça, pour le coup, en fait, ça demande vraiment un apprentissage vraiment fin. Il faut aussi bien connaître le sport en question. Typiquement, il y a une startup
que j'avais interviewés qui bossaient là-dedans et du coup en fait ils étaient tous passionnés de foot parce qu'il fallait être passionné de foot. Ils étaient vraiment extrêmement bons en IA et machine learning, mais aussi passionnés de foot parce qu'il fallait réussir à comprendre c'est quoi un espace ouvert entre les lignes, c'est quoi je sais pas, un joueur, un pourcentage de joueurs derrière la ligne de balle, des trucs comme ça. Et bien justement, ils réussissaient à faire le pont entre ces mathématiques très théoriques en soi et le monde très appliqué du football qui avait du mal à comprendre tout ça. Enfin, moi, si je peux essayer de répondre à sur ta question aujourd'hui, sans en avoir fait, hein, c'est juste purement théorique. Je pense que le vrai problème quand tu es dans le sport, etc., déjà, et moi, avec Joseph, c'était un facteur humain, un facteur humain que tu contrôles moins. C'est bête, mais le mec, tu l'as fait souvent en entraînement, pour ça, il faut sa course en 2h10, il a moins bien dormi la nuit d'avant, je sais pas, il a faire un truc, mettre 2h11 à la place de 2h10 pour qu'on va shooter, ton algo était tout bon, etc. Du coup, tu as un facteur humain qui est incontrôlable, quand tu rajoutes plus de personnes, tu multiplies. En gros, ce facteur humain, tu multiplies son importance, donc déjà ça commence à devenir encore plus complexe, et en plus, sur tout l'effort, sur plus tu as de personnes dans ton équipe, etc., c'est fort faux, tu vas réussir à avoir un facteur, on va dire en gros, intelligence collective, où, ok, si le mec il n'est pas déplacé de 2 secondes, mon algo, moi je vais me placer là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dois me déplacer de 2 mètres aussi, et que l'autre mec doit me penser, etc. Donc, je pense que ça paraît c'est bien que plus tu as de personnes, plus ça devient compliqué à prédire, plus ça devient compliqué à gérer, c'est moins une robustesse qui est bien plus faible. Je fais juste un petit retour sur, pour les gens qui sont dans le live. C'est vrai que les sports collectifs sont plus difficiles, d'après Hugo, à comprendre et analyser parce qu'il y a un facteur humain qui est vrai en sport individuel et du coup, ce facteur humain est décuplé à mesure que tu rajoutes des athlètes supplémentaires. Et puis, comment tu mesures la technique dans certains sports, comme le foot, le contrôle du ballon, je sais pas, rien. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai que en fait, mon deuxième facteur de performance, c'est la maîtrise technique du geste. Ça, pour le coup, c'est un truc qu'on n'a pas du tout dans les sports d'endurance. Et c'est pour ça que ça facilite aussi les algorithmes et en fait la prise de décision. Et justement, pour contrer cet aspect humain, justement, c'est pour ça qu'on parlait dans le monitoring de tout ce qui est cas non conforme. Et du coup, quand j'arrive sur une compétition, j'ai le plan de base, mais j'ai aussi des algos qui peuvent tourner au cas où si il y a une blessure, s'il prend 20 minutes à aller aux toilettes, c'est parce qu'il a eu un problème gastrique, des choses comme ça. Donc il y a vraiment justement aussi des façons humaines en fait de réussir à résoudre ça et de pouvoir quand même optimiser la performance. Optimiser, c'est pas faire les 2h10, c'est vraiment donner le meilleur pour l'athlète et du coup de réfléchir au mieux pour tout combiner pour qu'il aille le plus vite possible. Ouais. Tu disais justement que l'aspect préparation, mais là c'est sur l'aspect technique. Mais par exemple, dans le cadre du tennis, on te dit pour habituellement, en compétition, ce qui fait la diff, c'est le mental. Et comment tu gères là-dessus? Et justement, c'est un des facteurs de performance. Mon but, c'était de réussir à indexer justement et de savoir à quel point le mental comptait en pourcentage parce que j'adore les mathématiques et pour moi, je suis très analytique, donc je voulais savoir. En fait, c'est beaucoup plus difficile de savoir que ça. Et c'est pour ça que les préparateurs mentaux, justement, arrivent de plus en plus parce que c'est un des trucs qui vient impacter. Et du coup, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Déjà, juste un psychologue, mais même le fait, en fait, de stratégie. J'avais quelqu'un qui travaillait avec Djokovic. Et il était appelé toutes les veilles de tournoi en mode est-ce que tu peux me sortir le pourcentage de première balle dans le carré ou sur la ligne de tel athlète parce que comme ça il pouvait en fait ça lui donnait aussi au niveau mental une certaine assurance parce qu'il était capable de s'attendre à une réaction d'un joueur et du coup en fait on est capable aussi de sortir des stats donc ça c'est de la data analyse pure pour le coup. Ce rapport humain et psychologique, c'est aussi de vulgariser. C'est qu'au-delà de toutes les mathématiques, si tu arrives à transmettre et à insuffler dans la tête de l'athlète aussi ces valeurs mathématiques et cette question-là, voilà, en ajustant aussi cet impact, ça favorise la performance. Et je crois que c'est toute la question entre la préparation mentale et l'analyse, data analyse. Oui, bien sûr, c'est un vrai soutien. Il y a une particularité aussi sur la question du paramètre, c'est que dans certains sports, tu es lié à des juges. Je vais prendre le patinage artistique, je vais prendre la gymnastique, où là, le facteur humain, il rentre encore plus, parce que entre la performance qui est faite par l'athlète et l'évaluation ou le jugement des juges,
Ouais, du coup, j'ai une question qui revient un peu sur le patinage où l'aspect humain est très important. Je vais rebondir sur un des sports sur lequel j'avais essayé de percer à l'époque quand j'ai commencé à aller à l'INSEP. L'INSEP qui est un gros centre de formation à côté de Paris pour les jeunes. Et j'ai essayé justement de me lancer dans l'escrime parce que j'avais pas mal de copains qui en faisaient. Et en fait, j'ai essayé, impossible parce que c'était la définition, le sport du dernier centimètre ou même certaines fois le sport du dernier millimètre. Et en fait, en termes de data, on pourra travailler autant qu'on veut sur la physio pour qu'il soit le plus en forme, mais en fait, on n'aura jamais justement la gestion de ce coup de fleuret, de cette impulsion du coude, etc. Et c'est vrai qu'au niveau modélisation, c'est très compliqué. Ouais. Moi, j'avais une question un peu peut-être triviale, mais pour savoir, techniquement, ça t'a demandé ça à tous les entraînements, enfin, tu devais, j'imagine qu'il y a, c'est colossal tous les tests que tu dois faire. Est-ce que c'est toi qui déterminais, on va faire un test de salle, un test de machin, un test de truc, et deuxièmement, est-ce que tu devais être là à chaque entraînement, à chaque... Bah justement, Peter habitait à Chamonix, mais là il est reparti en Norvège. Il s'entraîne justement avec des potes à lui. J'ai eu la chance d'arriver dans un endroit qui n'était pas encore normé. Donc c'est moi qui demandais à Peter de faire certains tests. Donc au début c'était des tests tout simples. Alors, du coup la question c'était est-ce que je devais être présent à chaque entraînement, etc. Et du coup en fait je lui ai demandé des trucs assez simples pour le coup. Et c'est au fur et à mesure que là je vais lui demander quelque chose d'un peu plus prenant. C'est-à-dire tous les matins de partir faire une course avec une course sur du plat, donc à peu près 20 minutes de plat et à peu près 20 minutes de montée. Et en fonction de tous les jours de l'année, justement, de réussir à faire 19 minutes sur le plat et 21 minutes sur la montée. 18 minutes sur le plat et 22 minutes sur la montée. Donc toujours à faire le total en 40 minutes. Mais le but, justement, c'est de déterminer quelle séparation du temps sera la plus effective, et notamment en termes de soit du lactate, soit de la fréquence cardiaque. Voilà, ça c'est beaucoup plus embêtant. Je ne serai pas du tout là sur le terrain parce qu'on a la chance d'être super connecté avec tous les outils. Il est extrêmement indépendant aussi dans sa façon de s'entraîner. Donc en fait, il a juste à m'envoyer ses données, notamment grâce à Strava ou grâce à Garmin, en fait, pour réussir à récupérer et travailler à distance. Et de toute façon, j'aurais pas eu le temps parce que j'ai un boulot chez DataBird. Et ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est pas indiscret, c'est bénévole ou c'est... En fait, ouais, au tout début c'était bénévole parce que en fait, les gens ne savaient même pas ce que j'allais leur donner comme service. J'ai réussi à être payé sur certaines missions. Donc ça c'est plutôt positif. Et après je suis en train un peu de réfléchir à ce genre de business model. Je pense pas que ce soit possible et je réfléchis un peu ouvert pour tout le monde. La question c'était est-ce que c'est bénévole, pardon. Et du coup je pense que c'est impossible d'en faire un vrai métier ou de monter une vraie startup qui marche bien, parce que même si on développe un algo, qu'on se fait payer même 1 million d'euros, ce qui serait énorme pour la Jumbo-Visma, qui est une grosse équipe de vélo, ils vont forcément demander l'exclusivité de cet algorithme. Et du coup, forcément, 1 million, on fait rien avec 1 million. On tient 1 an, peut-être 2 ans à avoir des employés, etc. Mais pas plus que ça. Du coup, je pense que la vraie, donc ça c'est une discussion très très personnelle pour le coup. La vraie justement valeur ajoutée que je peux avoir, c'est de gagner de la légitimité avec ces athlètes. Et surtout parce que j'adore ça et en vrai c'est beaucoup plus kiffant d'être sur le terrain. Et ensuite justement d'aller vendre ce genre de service à un personnel plutôt mass market qui sera capable de mettre entre 25 et 400 euros dans ce genre de service. Ouais. Justement, l'aspect financier qui est là, c'est d'avoir les performances des grands athlètes et d'ensuite pour tout le secteur amateur ou semi-professionnel, de pouvoir débloquer les mêmes on va dire, accès, mais démocratiquement. C'est là, exactement. On me pose la question. Exactement, ouais. Du coup, on me pose la question, en fait, je vais le traduire dans les mots, c'est la théorie du ruissellement ou la théorie du trickle-down. C'est en fait, de penser qu'une technologie qui est créée par un athlète ou qui est amenée par un athlète de haut niveau, parce que justement, il en a besoin pour battre les autres, qui va payer des sommes et des sommes faramineuses, va pouvoir être 5 ans ou 10 ans après, être utilisé justement dans le grand public. L'exemple le plus frappant, c'est typiquement en Formule 1, ils sont capables de payer des freins en céramique. Donc, c'est parce que justement, il y a la meilleure performance au monde, c'est les plus légers, etc. 60 millions chaque frein, du coup en R&D, etc., etc. Et en fait, c'est tout bête, mais dans 20 ans, dans n'importe quel Peugeot, on aura tous des freins en céramique qui coûtaient 60 millions. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a cet aspect justement ruissellement. Et souvent, je me dis, pourquoi est-ce que tu bosses dans ce monde-là? Est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que
t'aide des gens, parce que moi j'aime beaucoup trouver un sens dans mon métier, et je me dis bah, c'est vrai en fait c'est juste des gens qui s'amusent à courir, ils en ont pas vraiment besoin, et en fait ça va beaucoup plus loin que ça parce que tous les tests de glucose que je vais faire justement sur Peter, ça va m'amener justement à comprendre des choses beaucoup plus profondes et après justement bah, potentiellement apporter de l'aide aux personnes diabétiques, aux personnes aussi en situation de surpoids, de comprendre aussi finement un corps humain. Bah, en fait, bah, je vais pouvoir leur dire, bah voilà, j'ai défini la FatMax avec un masque qui coûte 5 000 €, le masque que je vous ai montré. D'ailleurs, si vous avez 5 000 €, je vais absolument l'acheter. Donc voilà, c'est un casque qui coûte 5 000 €. Je pense que dans voilà, 10 ans, bah, n'importe quelle personne qui a besoin justement de connaître un peu comment il fonctionne et de perdre du poids pourra potentiellement se le payer à 100 €. Et c'est ça justement l'avancée. Et on a vraiment l'impression d'œuvrer pour un peu le bien commun par ricochet. L'armée américaine DARPA sûrement elle travaille sur ça. Je sais que je connais DARPA, beaucoup d'innovations qu'on utilise aujourd'hui dans la vie courante. Oui, bien sûr. Ouais. Viennent de la recherche militaire américaine, Ouais. à travers DARPA, qui est une j'imagine que les GI américains et les études un peu mathématiques Ouais. humaines. La question c'est sur le ruissellement. Oui, voilà, c'est pas non, c'est autre côté. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ouais, ça marche. Ouais, du coup, le ruissellement, c'est assez intéressant. Moi, je pense que le ruissellement, en fait, toutes les innovations vont des gens qui ont de l'argent. Donc, ça a été typiquement, on ne serait jamais allé de notre vie dans l'espace s'il n'y avait pas les Russes et les Américains qui s'étaient battus par amour patriotique. Par contre, pareil, le micro-ondes, on n'aurait jamais réussi à inventer le micro-ondes si les soldats américains avaient besoin de manger chaud sur les champs de bataille, etc. Donc, pareil, c'est pareil pour le sport de haut niveau. Comme il y a des financements qui sont assez importants, qui sont associés justement à ce genre de pratique, une médaille d'or olympique, c'est des millions et des millions d'euros, on ne se rend pas compte. Et justement, c'est ça qu'il va réussir à déterminer et à créer un peu des outils et des capteurs pour réussir à développer tout ça. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, on me dit qu'on va devoir bientôt couper. Il y a des questions dans le chat ou... Non, Ok. Bah écoutez, merci à vous tous de votre atelier. Voilà. Et puis si vous avez d'autres questions, venez me voir. Et si j'ai créé un peu des vocations dans le domaine du sport, voilà, n'hésitez pas à venir me poser la question, ça me passionne beaucoup. À plus. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait la MCC, c'est la... Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il a? Ouais.